Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film qui sort demain, le 30 mars, un film bolivien réalisé par Quiro Rousseau qui s'appelle Le Grand Mouvement, qui est un film extraordinaire que je vous invite, mais vraiment ardemment, à aller le voir. C'est très important parce que des films comme ça, il y en a très peu qui sortent chaque semaine, et donc quand l'occasion s'y prête, il faut vraiment le faire, il faut vraiment y aller. Et pour en parler de ce film, on a décidé, enfin, j'ai contacté la distribution, la maison de distribution de ce film, la société de distribution Survivance. On va en parler aussi un peu de Survivance, de tout cela. En l'occurrence, l'un des cofondateurs de Survivance, Guillaume Morel, qui a accepté de parler du film, de revenir la veille de la sortie. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Comment vas-tu? Très bien. Merci, Samir, pour cette invitation. Ravi de parler du film. Je t'en prie. Alors, avant qu'on parle du film, avant qu'on arrive progressivement vers le film, moi, je suis extrêmement curieux. Il faut absolument que je sache pourquoi Survivance, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était un manque? Donc, commencer par la genèse de cette maison d'édition, de distribution et de production dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Comment est née Survivance? Comment est née Survivance? Ça fait 10 ans déjà. Au début, la société n'avait pas forcément les activités qu'elle a aujourd'hui. En fait, moi, très sincèrement, au début, Survivance est née d'une volonté d'éditer des films un peu rares en vidéo. C'était vraiment l'idée d'un label vidéo. C'était pas quelque chose à la base forcément pour en faire un gagne-pain ou quelque chose forcément de viable. Mais voilà, c'était l'envie un peu à la marge d'éditer des films, moi, qui m'avaient marqué, un peu toute époque et toujours confondu. J'avais travaillé dans une maison d'édition qui s'appelait La Vie est belle édition, qui avait fait des très belles éditions, des films de Vecchiali, de Georges Perec, L'Homme qui dort, etc., sur lesquels j'avais un peu travaillé. Et à la fin de cette expérience, j'avais voulu un peu monter ma propre structure, comme je savais bien faire les choses. Et il s'avère que quand j'avais un peu l'idée de monter ce label vidéo, mon associé m'a parlé aussi de son envie de monter une société à elle, mais plutôt pour produire du cinéma documentaire. Et donc Karine, mon associé, on s'était rencontrés dans un master de cinéma documentaire. Du coup, on avait un peu cette sensibilité sur le cinéma documentaire en commun. Et du coup, on avait une Survivance un peu née de cette alliance un peu étrange de réédition de films rares et d'envie de produire du cinéma documentaire. Et voilà, on a monté comme ça. Du coup, on a commencé comme ça. Du coup, les premières éditions, moi, que j'ai édité, ça a été un film de Happy Chatton vers C'est cool, Syndrome de Century, dont les droits s'étaient un peu perdus et le film n'avait jamais été édité en vidéo en France. Du coup, là, c'est un film que j'étais très fier d'éditer parce que c'est un réalisateur que j'adore, dont j'adore revoir les films. Voilà, c'est vraiment, je crois, un des auteurs qui m'a mis le pied à l'étrier dans la volonté qui a initié quelque chose dans mon esprit, dans la volonté de montrer des choses différentes au public. Voilà. Je me suis dit, quand j'ai vu ces films au cinéma, je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui a la chance d'avoir les droits de ce film et de le montrer au cinéma. Donc il est peut-être, c'est un cinéaste qui est un peu aussi à la source de ce désir de montrer des choses, d'éditer des choses, donc Vera c'est cool. Après des films peu montrés en vidéo, d'un grand réalisateur allemand qui s'appelle Harun Farooqi, une double édition de 2 films très très importants sur le rapport à l'image, qui s'appelle Images du monde, inscription de la guerre, et En sursis, 2 films qui travaillent la question des images de la Shoah notamment, voilà. Puis après d'autres choses, voilà. Et Karine de son côté a commencé à produire des films documentaires, et bon, voilà, la société finalement a été plus viable que ce que je l'imaginais au début. Du coup, les choses se sont structurées. Et forcément, en éditant des films, se pose la question de la distribution en salle, parce qu'on acquiert des droits de film.
on voit aussi des films anciens, rares, mais aussi des films récents en festival. On se dit, voilà, c'est bien l'édition DVD, mais voilà, la salle, c'est beau aussi, le destin d'un film en salle. Voilà. Du coup, peu à peu, par l'édition DVD, je me suis mis à la distribution de films en salle avec voilà, beaucoup de recherches, plutôt d'auteurs qui n'étaient pas tellement connus en France, de jeunes. On a fait beaucoup de premiers films dans les premiers temps, etc. Le premier film de Koji Fukada à être édité, à être sorti en France. Premier film de Kleberman de Safilio. Voilà, on a fait beaucoup de premiers films. Voilà. Maintenant, on est sur un rythme de sortie en salle de 3 ou 4 films par an. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que il y a aussi tout. Enfin, étonnant, non, ça ne l'est pas, c'est normal, j'ai envie de te dire, mais j'ai l'impression par rapport au catalogue que vous avez, c'est-à-dire ton associé et toi, il y a toujours cette envie, cet aspect d'aller voir aussi un peu le cinéma ailleurs, pas forcément dans des endroits qu'on a l'habitude parce qu'ils sont là depuis très longtemps historiquement, comme la France, les États-Unis. Tout. Non, il y a vraiment aussi cette envie d'aller voir aussi vraiment ailleurs et c'est ce que j'ai toujours remarqué en tout cas dans votre catalogue et dans les derniers films. Oui, moi, enfin, en tout cas pour ce qui est de la distribution, Karine, effectivement, elle a pas mal, enfin, elle travaille avec des réalisateurs français. T'as reçu Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury qui ont fait L'Homme qui penche, qui est un film qu'a produit Karine et que j'ai sorti au cinéma. Donc elle a un partage entre voilà des auteurs réalisateurs français et aussi effectivement des réalisateurs étrangers. Et moi, dans mon catalogue de films qu'on n'a pas forcément produit, mais dont j'acquiers les droits en allant chercher des choses un peu lointaines, c'est vrai que je suis assez attiré par le cinéma un peu entre guillemets lointain. Enfin, c'est moi aussi un parcours de cinéphile. J'ai toujours aimé les films qui me témoignaient d'un état du monde quelque part et qui pouvaient me toucher très profondément, alors que il témoignait de réalités très a priori très éloignées, très étrangères à moi. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans le rapport au film, c'est comment des films boliviens, thaïlandais, japonais, brésiliens peuvent nous parler très concrètement. Mais ça j'allais te poser la question de savoir d'où tu venais cinématographiquement, mais ça m'intéresse beaucoup, ça, cette aptitude à vouloir toujours voir. En plus de cela, Le Grand Mouvement, c'est un film aussi sur l'idée de est-ce qu'on voit vraiment les choses. Ça, on va en parler juste après. Mais ça t'est venu quand, ça, à partir de quand l'idée d'aller attiser surtout ta curiosité? Est-ce que c'est dans l'adolescence, c'est un peu plus tard? Ouais, ça s'est passé par quel l'adolescence, beaucoup le cinéma asiatique. Enfin, moi, j'ai vraiment été un cinéphile acharné, ouais, dans la fin des années 90, début des années 2000, où il y avait notamment tous les grands réalisateurs taïwanais, japonais qui explosaient un peu, les Kitano, les Kiyoshi Kurosawa. Kawase, du coup, j'étais très marqué par Tsai Ming-liang, que j'ai fini par éditer en DVD d'ailleurs. Oui. Voilà, toute cette nouvelle vague, voilà, cette vague en tout cas des années 90 de la cinématographie asiatique a été très très importante pour moi. Alors sans doute parce que je m'intéressais, enfin je sais pas, j'avais une affinité aussi à cette époque-là avec le Japon, la culture japonaise, la culture asiatique. Du coup, je suis allé un peu spontanément vers ce cinéma-là. Mais je me rappelle, ouais, de cette effervescence autour de, voilà, à la fois critique. Et puis pour moi, alors c'est des choses qui avaient existé dans les années 70, 80, cinéma taïwanais, etc. Mais dans mon rapport à la cinéphilie et au cinéma, voilà, c'était moi qui avais plutôt vu très jeune ado, plutôt des films de genre, des films d'action, etc. américains. Tout d'un coup, je voyais des manières de filmer les villes, de manières de filmer les corps. Enfin, c'était tellement étranger et c'était tellement étranger à ce que je voyais et ça m'a énormément plu. Il y a des gens que ça peut désarçonner, je pense. Voilà. Mais voilà, la manière de travailler la durée des plans. Voilà. Enfin, je sais pas, quand on tombe sur Kitano ou Tsai Ming-liang, je sais pas, 18, 20 ans, on a été biberonné au cinéma beaucoup plus commercial. Voilà, c'est quand même un choc esthétique de se dire qu'on peut raconter par le cinéma des choses comme ça. Voilà, moi, j'ai été saisi par ça, en tout cas.
Je comprends parfaitement de quoi tu parles. Mais je me permets une petite digression, une question qui n'était pas prévue du tout. Est-ce que 20 ans après, donc aujourd'hui, tu es éditeur DVD, distributeur, producteur, enfin voilà, tu as cofondé cette maison. Est-ce que 20 ans après, dans le cinéma français, donc le cinéma qui nous est proche, le nôtre, est-ce que les répercussions de cette cinématographie des années 90, alors nous on dit nouvelle vague parce que pour nous c'était vraiment nouveau, Oui, même oui. si après on s'est aperçu que c'était pas si nouveau que ça, mais C'était ça pas c'est pas nouveau. grave. Je me rappelle de certains films d'Oussia Ossel qu'on découvrait alors qu'ils existaient depuis Oui, 10 ans. il avait Ah, déjà 10 films. voilà, et on était là à dire mais comment va-t-on faire? Mais est-ce que tout ça, est-ce que maintenant dans le cinéma français que tu aimes, c'est-à-dire celui que tu défends, voilà, qui te parle en tout cas, est-ce que tu retrouves des répercussions comme ça de ce cinéma qui t'a regardé dans les années 90 et est-ce tu y trouves parfois des connexions 20 De ans après? réalisateur français, j'avoue que j'ai du mal à faire la connexion forcément avec des autres, si ce n'est voilà, des auteurs. Non, je saurais pas. Enfin, bah si, après voilà, moi je me suis intéressé beaucoup à Bonello, voilà, des cinéastes qui ont pu me toucher. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse à ta question plus ardemment. Mais moi pour le coup, je fais peu de fiction récente de cinéastes français. Peut-être que parce que oui, j'ai pas retrouvé voilà encore de choses qui m'habitaient à ce point dans le cinéma français non plus. Comment Mais je tu es réfléchirai tombé? à ta question pendant Ben, l'entretien. Parce que non, mais j'imagine très bien. C'était pas, la question n'était pas prévue, mais je me suis dit, tiens, peut-être que, comment tu es tombé, sur le film, donc, qui nous intéresse aujourd'hui, qui sort, demain, le 30 mars, Le Grand Mouvement. Comment tu es tombé dessus? Et surtout, en sortant, je sais pas si c'était du salon ou de la salle de cinéma, dans quel état tu te trouvais? alors, en fait, l'histoire est assez ancienne avec Kiro Rousseau. On s'est rencontrés au festival de Belfort, je pense en 2014-2015. J'étais vraiment très jeune distributeur salle et Kiro montrait ses premiers courts-métrages. Enfin, un premier court-métrage qui m'avait vraiment marqué. D'accord, qu'il y a des accointances, je crois que ça s'appelle Nouvelle Vie, qu'il y a des accointances avec le grand mouvement. C'était tourné en 16 mm. C'était déjà un court-métrage qui avait comme ça un rapport à la ville, à La Paz. Et puis voilà, on s'était parlé. Et puis le fait est qu'on on s'est souvent croisés, soit dans des lieux un peu professionnels, de marché, de festivals. J'ai connu aussi en parallèle sa productrice, Alexa Rivero, qui est la coproductrice française du film, Altamar Film. Et quand Alexa a commencé à produire Kiro, elle m'a parlé assez vite du projet. Du coup, j'ai suivi le projet de manière voilà, en pointillé, peut-être à partir de 2016, 2017, etc. Et voilà, j'ai suivi le projet sans lire forcément de scénario, hein, mais voilà, on a fait plusieurs rendez-vous. Il me parlait du projet, de là où ils en étaient, etc. Et quand le film a été terminé, ils m'ont envoyé assez rapidement le film et je l'ai découvert sur un écran de télévision. Voilà, malheureusement pas au cinéma, mais voilà, c'est la force des films quand ils sont bons et quand ils nous plaisent. Voilà, ils peuvent nous plaire soit sur le grand écran, soit sur un écran de télé. Et j'avoue que c'était une période un peu, je l'ai vu du coup en juin 2021, période un peu dépressive pour tout le monde où on voyait beaucoup les salles venaient de réouvrir. Voilà, j'avais visionné pas mal de choses en confinement, etc., qui m'avaient pas forcément plu. C'était un moment, je sais pas, où aussi on perdait peut-être quelque chose. Enfin, moi, un peu un désir de cinéma. Enfin, il y avait ce climat un peu dépressif, voilà, qui pesait aussi un peu sur l'activité. Du coup, comment remontrer des films, voir des choses nouvelles, etc., comment les découvrir, etc. Et là, j'avoue que j'aimais bien le cinéma de Kiro. J'avais vu aussi son premier film. Mais là, d'emblée, dès les premiers plans, c'est quelque chose, moi, qui formellement
m'a parlé. C'était tellement plus à contre-courant d'une forme de doxa aussi, de cinéma d'auteur. Enfin, je trouvais qu'il explosait des choses formellement. Voilà, c'était très fort. C'était une manière enfin, c'était des paysages que j'avais jamais vus, des corps que j'avais pas vus souvent au cinéma, avec cette espèce d'ancrage très réaliste de son cinéma et en même temps de folie baroque, formelle que je trouve fou dans son cinéma. Voilà. Du coup, il s'autorise beaucoup de choses dans ce film. Voilà. Du coup, ça m'a énormément plu et j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est un film qui vous surprend constamment, quoi, formellement, narrativement. Voilà. Il y a toujours une surprise. C'est très, très étonnant. Alors moi, il y a une chose que j'ai pas vu les courts-métrages du cinéaste, ni le premier long-métrage d'ailleurs, et comme je sais que tu les as vus, est-ce que tu peux m'en parler un tout petit peu, afin que je vois s'il y a des connexions avec le grand mouvement, et ensuite on parlera effectivement du grand mouvement. Est-ce que tu te souviens de ces courts-métrages? Il y a ce premier court-métrage que j'ai vu à Belfort, qui est effectivement une vision de La Paz, qui était pas vraiment un film narratif, mais qui était comme ça un film qui avec la caméra essayait de rentrer dans des micro-histoires qui étaient captées par la fenêtre. Voilà, on voyait des scènes se dérouler dans des immeubles et on captait comme ça des histoires. Voilà, c'était un film déjà sur la ville. Et après, Kiro Rousseau a fait un premier film sur une communauté de mineurs. Et donc voilà, c'est un film vraiment sur la communauté de mineurs à Ouanouni, c'est je crois le nom de la mine où se déroule le film, et suit voilà la réalité de ce travail très dur de la mine en Bolivie. Et c'est là effectivement où Kiro rencontre ces personnages-là, et notamment le personnage d'Elder, qui sera le fil conducteur entre ce premier film et le grand mouvement. D'accord. Et Elder est déjà le personnage principal de Dark Skull, son premier film, qu'on retrouve finalement dans le grand mouvement. Bah, c'est incroyable. C'est des personnages acteurs, c'est-à-dire c'est à la fois des acteurs qui sont très proches de le personnage, mais Kiro voilà, fictionne, retravaille leur vie, la refictionne, si tu veux. Alors le film Le Grand Mouvement, c'est incroyable ce que tu racontes, parce que ça, effectivement, on suit ce groupe de mineurs dont fait partie Elder, qui arrive donc à La Paz. Ils ont été virés de leur travail, ils viennent ici pour essayer de réintégrer ce travail, et en même temps ils arrivent à trouver un autre travail dans un marché grâce à des aides, à des soutiens. Et puis cet Elder tombe malade, on ne sait pas trop ce qu'il a. On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, il commence à s'épuiser considérablement. Et en fait, ça, c'est l'histoire. Mais elle n'est pas très importante, l'histoire. Parce que dès le départ, j'ai rarement vu, en tout cas, on peut parler de l'ouverture du film. Ça, je pense que tout le monde en parle de l'ouverture du film. Je n'ai jamais vu, j'ai jamais été aussi perturbé par l'utilisation du zoom. Et Dieu sait qu'on a été élevé au Visconti, à tous ces films-là, au Western Spaghetti, certes, mais là, c'est différent. En tout cas, on sent que c'est différent. Et pour dire un peu ce qui se passe, c'est que le film s'ouvre tout de suite sur la ville, sur un plan large de la ville, où on voit toutes ces habitations, on entend le bruit, et puis progressivement, on s'avance, et on se dit, mais c'est incroyable, c'est comme Hitchcock dans Psychose, quand il avance progressivement vers la chambre de Marion Crane et son amant, mais là, c'est complètement différent. Et puis, en fait, après, il y a une juxtaposition comme ça de tableaux où l'on voit juste le bruit, la fureur de cette ville. On comprend qu'il y a du monde, on comprend qu'il y a du bruit, mais on comprend aussi qu'ils ne se voient pas, les gens, et le film va travailler constamment sur non pas forcément un travail visuel, mais réellement un travail de mise en scène avec ce que peut dégager politiquement le son ou l'image. Et je trouvais ça juste... C'est une ville qui marche, c'est une ville qui fait du bruit, c'est une ville qui parle. Et puis à un moment,
Et tu parlais de Where Is Cool, mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a un moment, on passe de la ville à la jungle et on est complètement perdu, on est complètement déstabilisé. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai adoré ça et j'avais envie d'aller très très loin dans ce film. C'est une expérience incroyable, ce film. Vraiment, c'est pour ça que je te demandais comment, quand tu as vu le film, dans quel état tu étais après, parce que moi, je l'ai vu comme toi, malheureusement, sur un écran de télé, mais comme toi, à partir du moment où le film a une force comme ça, c'est incroyable au niveau de l'intention et de l'intensité, il y a quelque chose d'incroyable. Moi, j'étais exalté par le film, en fait. Souvent, enfin, le pitch du film pourrait faire croire comme ça une histoire un peu misérabiliste, des mineurs qui viennent chercher du travail, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a bon, on peut pas tout révéler du film, mais il y a une espèce de souffle aussi de vie. Du coup, bon, le film parle de choses dures, hein, c'est la réalité des corps au travail, c'est, voilà, d'années, Elder, c'est un peu voilà, un corps damné, quoi, c'est un personnage damné, un corps qui porte, qui souffre, etc., au travail. Et en même temps, le film, à contrario, développe des choses qui sont de l'ordre du sursaut. Voilà, il y a un contrepoint cinématographique à ça qui est assez incroyable. Enfin, on peut lire le film un peu comme ça. C'est tout le trajet du film, c'est comment le corps d'Elder, voilà, va accepter, va s'acclimater finalement à ce flux urbain continuel, etc. On peut le voir comme ça. Et le film travaille ça cinématographiquement. Mais ce qui est incroyable aussi dans ce... Oui, pardon, excuse-moi. Non, voilà, non. Et moi, je me rappelle d'être sorti du film. Voilà, vraiment. J'étais très positif, j'étais très joyeux, quoi. Je trouve que bizarrement, peut-être que des gens diront le contraire, mais je trouve que c'est un film qui me rend joyeux, moi. Tu sais, on va être extrémiste comme l'était François Truffaut quand il disait si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous avez tort. J'ai envie de dire, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est qu'ils ont tort. Parce que c'est vraiment, vraiment un film important et incroyable. Mais je me posais là cette question parce que le film présente comme ça des symboles. La maladie, on comprend très vite ce que ça signifie. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez symboliques. Mais je trouve que parce que à chaque fois que le cinéaste avance comme ça, tâton par ses longs zooms, ou alors travaille les anamorphoses sonores, j'ai l'impression que c'est parce que cette manière de travailler son cinéma fait que les symboles, on les oublie et que ça passe. J'ai cette impression-là. Oui, il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait de choses trop sursignifiantes dans le film, même si c'est, voilà, travail des motifs très intemporels, la maladie, la migration, voilà, c'est des ouvriers qui viennent manifester à la ville, voilà, c'est un peu un trajet qui est présent, voilà, dans la littérature, dans le cinéma depuis la nuit des temps. Voilà, il travaille ce personnage dont on n'a pas parlé, qui est Max, voilà, il y a deux personnages dans le film, il y a Elder qui est un peu le mineur supplicié, qui va croiser le personnage de Max, qui est une espèce de sorcier, chaman, etc., qui est aussi un personnage un peu, voilà, qu'on pourrait dire iconique. Mais je sais plus ce que je disais, mais voilà, oui, il n'y a pas de, voilà, je sais pas trop comment il fait, mais il n'y a pas de, ce ne sont pas non plus des acteurs et des personnages, voilà, qui arrivent avec un imaginaire trop préconçu. Je trouve que le film aussi a cette force de travailler voilà, un propre imaginaire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est La Paz et la Bolivie et que ce sont pas aussi des territoires qui ont été surfilmés, etc. Enfin, en tout cas, dont beaucoup de films nous sont arrivés. Mais voilà, il y a quelque chose aussi sur la manière de montrer la ville, les visages, les corps, etc., que je trouve très, très nouveau. Voilà. Comment distribuer ce genre de film aujourd'hui en France? Bonne question. Je suis pas sûr d'avoir tout à fait la réponse parce que c'est toujours un peu un pari quand on tombe amoureux d'un film comme ça, mais dont on se rend compte quand même
qu'il propose une voix qui n'est pas la voix très, ne parlons pas de commerce, mais c'est un film qui est pas dans les canons esthétiques classiques, qui n'est pas dans les canons narratifs aussi classiques. Donc voilà, c'est de trouver voilà. Mais par contre, j'avais la conviction que le film était assez fort pour plaire aux programmateurs que je connaissais. Enfin, une communauté de programmateurs. J'avais assez confiance dans la force du film. Parfois, on peut se dire, le film me plaît beaucoup, mais est-ce que ça va plaire aux autres? Là, j'avais quand même cette intuition qu'il y avait quelque chose dans la force du film qui allait être facilement communicable. Donc, je te cache pas que des programmateurs adhèrent, des salles adhèrent vraiment au côté extraordinaire du film. D'autres trouvent ça vraiment trop étrange, etc. Ce que je peux comprendre. Du coup, à partir du moment où on a cette conviction-là que le film quand même peut plaire, et ben faut travailler longtemps en amont, c'est-à-dire parler du film, voilà, l'envoyer longtemps en amont. On a eu quand même des belles sélections en festival qui permettent de communiquer sur le film. Ça veut dire que les programmateurs puissent le voir éventuellement au cinéma. Le film allait à Entrevue Belfort, où il a gagné un prix, il est allé aux 3 continents. Du coup, voilà, c'était quand même important. Où les programmateurs de salles, où les gérants de salles se rendent de temps en temps, où, voilà, ils peuvent entendre aussi parler de ce film, du film par ce biais-là. Donc voilà, faut travailler longtemps en amont, voilà, j'avais envie d'une très belle affiche aussi, qu'on a travaillé longtemps. Donc voilà, d'avoir quand même quelque chose d'arriver à communiquer aussi par les éléments qu'on possède, qui sont pas évidents. Le choix a été fait, et ça Kiro l'a accepté, de le faire venir assez longtemps en France pour rencontrer le public. Je pense que c'est important vraiment pour proposer quelque chose, et justement, comme on n'est pas dans un cinéma commercial où forcément les films sont vus comme ça en dehors de tout contexte, j'ai l'impression que pour ce genre de film-là, il y a un vrai besoin de rencontre, et aussi pour nous en tant que distributeurs de proposer quelque chose un peu d'inédit en termes d'expérience. Et la rencontre avec le réalisateur est quand même quelque chose d'important que nous on peut proposer, voilà, pour que la séance de cinéma ne soit pas une, voilà, on va voir un film, on rentre chez soi et on n'en parle plus, voilà, de proposer, voilà, une expérience de rencontre. Du coup, Kiro, il reste là en France presque 15 jours. Là, il est à Toulouse parce que le film est invité à Ciné Latino, qui est un gros festival de cinéma d'Amérique du Sud, etc. Puis là, il arrive à Paris. On propose une belle tournée dans les salles, à Paris, à La Roche-sur-Yon, Grenoble, Dijon, etc. Donc voilà, c'est de proposer ça aussi aux salles. Voilà, et puis après on a les outils marketing un peu de tout le monde, communiquer sur les réseaux sociaux, la presse, voilà. La conviction aussi, c'est que je savais que quand même on pouvait compter sur un soutien de la presse assez important, la presse cinéphile, etc. Voilà. Et après, on propose des petites choses. On essaye toujours de singulariser un peu la sortie. Là, on distribue la musique du film, que je trouve extraordinaire, qui est une espèce de mélange entre... Ah bah tiens, parle-moi-en un peu de ça. Je crois qu'il y a quelque chose à nous montrer. Alors attends, je vais le mettre en gros plan parce que c'est quand même important, je trouve. Voilà, exactement. Donc on a édité avec l'accord des musiciens, on a édité la musique du film, que je trouve moi assez extraordinaire, qui est une espèce de mélange. Kiro Rousseau dit que c'est souvent la musique du film, elle est représentative d'espèce de chaos aussi musical qu'on trouve à La Paz, avec des musiques très électro, un peu d'europop. Il y a des choses un peu à la Carpenter aussi dans la musique du film, mais il y a un musicien extraordinaire que je trouve qui a composé la musique originale du film, qui s'appelle Miguel Lenk, qui est bolivien et qui a notamment retravaillé une bande son de L'homme à la caméra de Vertov avec des instruments boliviens, etc., qui est incroyable, qui arrive dans le film comme une espèce de climax assez
assez extraordinaire. Du coup, voilà, on s'est dit comment un peu susciter un peu ce désir d'aller voir un cinéma différent. Voilà, et c'était par l'édition de ce petit objet qu'on offre aux spectateurs sur les premières séances à Paris notamment, mais aussi dans d'autres salles de région. Le Grand Mouvement, Kiro Rousseau, le film sort demain, le 30 mars. Il faut absolument aller le voir si, bien évidemment, le film est projeté à côté de chez vous. Et c'est vraiment un événement et j'espère qu'il sera vu, énormément vu. C'est très, très important. En plus de cela, si la possibilité de rencontrer le cinéaste vous êtes offert, j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Alors, dans le descriptif, je répète, il y a toujours le lien qui renvoie au site de Survivance avec toutes les informations concernant le film. Et vraiment, je tiens à te remercier d'avoir fait l'effort d'être là pour parler de ce film. Je sais que c'est pas si évident que ça, mais parce qu'on est à la veille de la sortie et voilà, et tu as consacré quelques dizaines de minutes et plus de 30 minutes, je suis très content et vraiment merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir. Allez voir le film. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle.